Merci Damien. Donc, on va reparler un petit peu d'anatomie. Et donc, on va voir les particularités anatomiques du ventricule droit en position systémique. Donc, vous savez bien sûr que le ventricule droit va s'adapter aux pressions systémiques. Il va s'adapter en s'hypertrophiant. Et vous voyez ici un exemple d'hypertrophie considérable de ce ventricule droit dans une double discordance. Mais bien sûr, ça va avoir des conséquences. L'inadéquation entre l'apport de sang au myocarde par les coronaires. Vous savez que la vascularisation coronaire est plus pauvre, on l'a dit hier. Et donc l'ischémie chronique, la fibrose, la dysfonction, l'hypertrophie, etc. Et effectivement, quand vous voyez ces deux cœurs, tous les deux, c'est des doubles discordances, avec d'ailleurs on voit ici un morceau de valve en position tricuspide, enfin remplaçant alvéolaire tricuspide. Et vous voyez l'hypertrophie considérable qui touche à la fois la paroi elle-même du ventricule droit et aussi les trabéculations avec la flèche rouge et aussi ici la fibrose. Donc ça, d'accord. Mais est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il y a une anatomie particulière dans ces ventricules droits en position systémique, c'est-à-dire dans ces cardiopathies qui sont donc la majorité d'entre elles, des transpos après sénigne ou mustard, des doubles discordances, mais aussi les ventricules droits à double entrée, les atrésies mitrales avec ventricule droit à double issue, et puis les syndromes d'hypoplasie du cœur gauche où le VD devient systémique, bien sûr, après le Norwood. Donc on va commencer par la transposition des gros vaisseaux. Quand on regarde un ventricule droit d'une transpo, on se dit que c'est un VD normal, c'est juste qu'il y a l'aorte au-dessus. Mais il y a un conus, il y a une bande septale, un Y de la bande septale, un muscle papillaire du conus, une bande modératrice et un pilier antérieur. Là, c'est un peu coupé, mais ça allait ensemble. Et une tricuspide qui apparemment est normale. Mais en fait, ce n'est pas si normal que ça, parce qu'on a vu hier que la voie d'éjection du ventricule droit normal était orientée de droite à gauche. Les vaisseaux se croisent. Dans la transposition des gros vaisseaux, les vaisseaux ne se croisent pas. Il n'y a pas de rotation de la valve aortique, pas de rotation de la voie d'éjection. Et donc, l'infundibulum VD qui éjecte dans l'aorte est vertical et rectiligne et non plus oblique. Il y a une exception, c'est la transposition des gros vaisseaux SDL, où l'aorte, au lieu d'être est toujours au-dessus du ventricule droit, mais positionnée à gauche de l'artère pulmonaire. Donc vous avez ici la transposition normale avec son septum rectiligne, et ici le ventricule droit. Il y a eu un switch, donc là c'est maintenant l'artère pulmonaire, mais c'était la valve aortique. Et donc, vous voyez l'orientation de cette voie d'éjection, VD aorte, située à gauche, et les vaisseaux, enfin du moins les voies d'éjection se croisent. En aval des valves artérielles, les vaisseaux sont parallèles. Et on avait écrit il y a très longtemps maintenant avec Richard Van Prague un article sur les transpos SDL, où on avait repris les cœurs de Boston et des patients. Et donc, effectivement, quand on avait regardé ces 26 patients au sens large, on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'anomalies du ventricule droit lui-même dans cette forme très particulière de transposition des gros vaisseaux, qui représente 5 à 6% de toutes les transpos, en fait. Il y avait 50% d'hypoplasie du ventricule droit, et 23% de ce qu'on appelle les malpositions ventriculaires, c'est-à-dire les ventricules supéro-inférieurs, et il y avait un ou deux criss-cross. Et vous voyez que sur cette photo de pièce anatomique de la collection de Boston, on a exactement le même croisement des voies d'éjection. Donc le ventricule droit peut être hypoplasique dans la transpo. Ici, par exemple, il peut être aussi hypoplasique, extrêmement hypoplasique et supéro-inférieur, avec le septum qui du coup est horizontal. Et puis, il n'y a pas que le ventricule droit. On a dit hier que le ventricule droit était indissociable de sa valve,
de par son développement. La valve tricuspide, dans ces séries, est anormale dans 20% des transpositions des gros vaisseaux à septum intact, mais ce chiffre monte à 64% quand on a une CIV associée. Vous pouvez avoir, comme ici, un straddling et un overriding, d'ailleurs, de la tricuspide, des dysplasies, des doubles orifices, des attaches anormales sur le septum, sur le conus, sur le septum conal, et des malpositions, des anomalies de l'appareil sous-valvulaire tricuspide. Donc finalement, le ventricule droit n'est pas si normal que ça, anatomiquement. Dans la double discordance. La double discordance, donc, c'est un défaut de latéralité et une anomalie de la boucle cardiaque avec une discordance atrioventriculaire et aussi une discordance ventriculo-artérielle. Et vous voyez ici sur ces schémas que les oreillettes sont en place, mais la boucle se fait à gauche et du coup, l'aorte, quand s'il n'y a pas de rotation et donc une transposition des gros vaisseaux associés, l'aorte sera à gauche. Alors quand on regarde le ventricule droit d'une double discordance par rapport à un ventricule droit normal situé à droite, donc la double discordance, le ventricule droit est main gauche, ça ne ressemble pas vraiment comme ça à l'œil à un miroir du ventricule droit normal. La bande septale est bizarre, pourtant on en a une. On a une bande modératrice qui est coupée ici. L'anatomie du ventricule droit, on ne reconnaît pas grand-chose en fait, et la tricuspide est elle aussi bizarre. Et aussi bien pour Van Praag que pour Anderson, pour une fois, ils s'accordent tous les deux pour dire que le ventricule droit est toujours anormal dans la double discordance. Et cette anomalie, ça concerne l'inlet et la tricuspide, avec aussi l'apex du ventricule droit qui est souvent hypoplasique. On peut avoir des anomalies de la tricuspide, on va y revenir après. Il parle de constriction à la jonction de la voie d'éjection et de la chambre d'admission, ici, qui est souvent liée aux attaches de la tricuspide sur le septum ou sur la bande septale, qu'on a du mal à reconnaître. Et puis, cette bande septale, effectivement, est souvent anormale. Et Nicolas Haribar, qui avait fait son Master 2 sur la double discordance, on avait regardé au départ les CIV, mais pas seulement. On avait aussi mesuré, regardé l'orientation, l'anatomie du ventricule droit, l'angle entre les branches du Y de la bande septale, l'angle entre la branche antérieure du Y et l'anneau aortique. Là, c'est le cœur normal ou pulmonaire, en l'occurrence dans un cœur normal. Et aussi, on avait mesuré la longueur des branches du Y. Et ça, dans les doubles discordances, mais aussi dans les transpositions des gros vaisseaux et dans des cœurs normaux par comparaison. Alors évidemment, on s'attendait, moi la première, à une coïncidence, que ce soit similaire entre les deux transpositions, la transposition SDD et la double discordance SLL. En fait, pas du tout. Ce qui était similaire dans ces mesures et donc dans l'orientation de la voie d'éjection et de la bande septale, c'était le cœur normal et la double discordance. Probablement, donc ça veut dire qu'il y a une orientation non plus rectiligne, comme dans la transposition des gros vaisseaux, mais dans la double discordance, une orientation effectivement oblique. Et puis, en plus, dans la double discordance, on a la plupart du temps, et c'est pour ça que ça paraît si bizarre à l'œil, on n'a quasiment pas de branche inférieure, postéro-inférieure du Y, on n'a qu'une branche antérieure. Donc cette orientation de la bande septale est identique, en fait, mais en miroir dans la double discordance, malgré la différence des connexions auriculo-ventriculaires. Et en revanche, elle est différente entre la transposition des gros vaisseaux et la double discordance, malgré le fait qu'il y ait une discordance ventriculo-artérielle. Donc, du coup, on en déduirait que peut-être il y a quand même un degré de rotation de la voie d'éjection dans la double discordance qu'il n'y a pas dans la transposition des gros vaisseaux. En tout cas, ça souligne le fait, et en France maintenant, on ne parle plus, contrairement à tous les autres pays, aux anglo-saxons, de transposition congénitalement corrigée des gros vaisseaux, mais de double discordance, et on a bien raison, parce que
l'essence de la double discordance, c'est la discordance auriculo-ventriculaire. Et cette étude le prouve, pas la transposition qui est un phénomène secondaire à cette discordance. La tricuspide, donc pour les anatomistes, c'est toujours anormal. Elle peut être dysplasique, comme ici. Le feuillet antérieur ne ressemble vraiment à rien. On dirait deux feuillets fusionnés, c'est très bizarre. Donc, potentiel pour la fuite. Et puis, bien sûr, un certain nombre de doubles discordances ont une tricuspide epsteinoïde. Est-ce que c'est un vrai Epstein? C'est pas tout à fait pareil. Ça existe, les vrais, entre guillemets, Epstein avec absence de délamination des feuillets. Il y en a dans les doubles discordances. Ce n'est pas la majorité de ce qu'on appelle les valves Epstein-like. En général, c'est plutôt un déplacement, une verticalisation de l'anneau tricuspide plutôt qu'une véritable absence de délamination des feuillets. Et Chloé vous a montré hier, chez les fœtus, on n'a qu'un cœur, mais chez les cœurs postnataux, on en a plusieurs. Et c'est vrai qu'on n'observe jamais d'atrialisation de la paroi postérieure. Elle est plus mince, mais elle reste musculaire. Et puis, dans la double discordance, les voies de conduction sont anormales. Je ne vous apprends rien avec ce nœud auriculo-ventriculaire antérieur et le faisceau de His qui contourne, ici c'est dans le ventricule gauche, la valve pulmonaire et le bord antérieur de la CIV. Et dans le ventricule droit, il chemine donc ici le long du bord antérieur de du rebord antérieur de cette CIV dans la bande septale. Le ventricule droit à double entrée, c'est une malformation qui est très rare pour la raison probable que ce n'est pas du tout logique d'avoir un ventricule droit à double entrée, c'est logique d'avoir un ventricule gauche à double entrée parce qu'au début de la formation du cœur, le canal est entièrement au-dessus du ventricule gauche primitif. Mais imaginez que tout le canal se déplace pour aller dans un ventricule droit qui n'existe pas au départ, c'est un peu compliqué, donc c'est une malformation bizarre. Donc on ne s'attend pas à ce que le ventricule droit soit normal, et il ne l'est pas. Il a bien sûr des trabéculations, et en fait, c'est pour une fois, c'est le seul critère qui va nous permettre de dire c'est un ventricule de morphologie droite. Mais si c'est vraiment un ventricule de morphologie droite, effectivement, on ne retrouve pas de bande septale, pas de bande modératrice, et souvent pas de septum du tout d'ailleurs. On ne sait pas où il est. Donc il y a deux valves auriculo-ventriculaires qui sont similaires, qui ressemblent à pas grand-chose, si ce n'est que là, oui, elles ont 3 feuillets, avec des attaches très souvent anormales, ou une valve commune dans les hétérotaxies. Et ces ventricules droits à double entrée sont toujours, et ça c'est logique, des ventricules droits à double issue, avec un conus bilatéral. Ici, un exemple de ventricule droit à double entrée dans le cas d'une hétérotaxie avec un ostium primum, donc un canal atrioventriculaire et une valve auriculo-ventriculaire commune qui s'insère un peu partout. Ventricule droit à double issue avec une sténose sous-pulmonaire et puis la valve aortique en avant. Et vous voyez ce ventricule très bizarre, pas de bande septale, pas de bande modératrice, des trabéculations septopariétales très marquées des deux côtés de la voie d'éjection et des trabéculations épaisses. Donc dans le ventricule droit à double issue, à double entrée, pardon, que je vous ai à double entrée et à double issue que je vous ai montré, en fait, il y avait un petit ventricule gauche et on le voit ici avec donc un strat de ligne extrême de la valve auriculo-ventriculaire gauche. Dans ce ventricule-là, c'est exactement, il se ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais on ne retrouve pas de ventricule gauche. Et ça, c'est très souvent le cas. Il n'y a même pas une ébauche de cavité. Donc, est-ce que c'est un ventricule droit à double entrée? Et on ne se base que sur les trabéculations et le fait qu'il y ait beaucoup de piliers. Est-ce que c'est un ventricule, comme le dit Anderson, indéterminé? Parce que si on n'a pas d'autres ventricules, on ne peut pas être sûr de la morphologie de ce ventricule principal. Les atrésies mitrales avec ventricule droit à double issue, en fait, j'avais oublié de les rajouter. Enfin, j'avais mis dans la liste et j'avais oublié de mettre des photos. Et je me suis dit naïvement, il n'y a pas de raison que ça va être un VDDI, mais le ventricule droit sera normal comme un VDDI. Donc les deux, dans ma banque de photos que j'ai retrouvées rapidement,
En fait, ils sont tout sauf normaux, les ventricules droits. Celui-là, donc, il est hypertrophié, bien sûr, c'est un cœur explanté de jeune adulte. Vous voyez qu'on a beaucoup de mal à reconnaître. On voit un conus, mais après, il y a cette bande musculaire avec des attaches. Il y a la tricuspide en dessous qu'on voit mal, qui est cachée. Il y a par contre une bande modératrice qu'on ne voit pas très bien sur la photo, mais une bande septale. Et voilà donc la voie d'éjection avec l'artère pulmonaire, l'aorte en arrière en continuité avec la tricuspide et cette espèce de bande anormale, bande musculaire. La tricuspide était aussi anormale et elle a été plastifiée. Deuxième cœur d'atrésie mitrale avec ventricule droit à double issue, donc pas de ventricule gauche, pas de CIV. Et cette fois, le ventricule droit avait l'air un peu plus normal, mais c'est la tricuspide qui est complètement dysplasique. Il n'y a pas d'Epstein, hein, le feuillet septal est bien délaminé, mais il y a une insertion quasi linéaire du feuillet antérieur. Et le feuillet septal est complètement collé à la paroi, enfin délaminé, mais attaché par des tas de petits cordages à la paroi. Il nous reste l'hypoplasie du cœur gauche. Donc là, c'est le ventricule gauche qui ne s'est pas formé. On n'a aucune raison de penser que le ventricule droit soit anormal. Et pourtant, le ventricule gauche est plus ou moins normal. Là, c'est encore un cœur explanté. Et vous voyez l'hypertrophie considérable de la paroi libre du ventricule droit et surtout des trabéculations. Bande septale, bande modératrice, pilier antérieur coupé ici. Cette fois, c'est la tricuspide qui n'est pas normale, avec des zones dysplasiques qui prolabent dans l'oreillette droite, ici. Et en fait, dans cette étude déjà ancienne anatomique, Stamm et Anderson retrouvent 15% de dysplasie tricuspide dans les hypo-VG avec atrésie mitrale et aortique, mais 50% quand on a une hypoplasie mitrale et une atrésie aortique, ou une hypoplasie aortique. Et puis, Chloé vous a montré hier un cas d'hypoplasie du cœur gauche. On voit la petite cavité ventriculaire gauche ici avec une valve mitrale, donc hypoplasie mitrale, mais atrésie aortique avec l'aorte ascendante extrêmement hypoplasique. Et elle vous a montré le ventricule droit avec un Epstein qui ne concerne que le feuillet septal qui est partiellement délaminé. Ça, c'est la zone de non-délamination et une insertion focale du pilier antérieur. En fait, j'ai refait un peu la littérature. Il n'y a que 4 cas publiés dans la littérature, dont toujours le même article de Stamm, où en fait c'est exactement le même type d'Epstein. Les autres ne mentionnent pas, ne décrivent pas l'anatomie des feuillets. C'est un Epstein qui ne concerne que le feuillet septal. Enfin, cette fois sur le plan physiologique, il ne faut pas oublier que ce ventricule droit, qui est déjà pauvre en coronaire, dans le ventricule droit normal, là les coronaires sont entre guillemets normales en trajet, sauf qu'elles sont alimentées à rétro avec une aorte ascendante qui est filiforme, et donc ça va encore augmenter le défaut de perfusion coronaire et le potentiel d'ischémie myocardique dans ces cœurs, chez ces patients. Donc en conclusion, le ventricule droit systémique n'est évidemment pas un ventricule gauche, ça on le sait, mais en plus, sa morphologie est particulière à chaque cardiopathie, ce qui joue probablement un rôle dans la dysfonction de ce ventricule. La tricuspide est en fait très souvent anormale. Quand elle est normale, de toute façon, il y a aussi des problèmes de couplage VD-VG qui vont surtout dans l'hypoplasie du cœur gauche. Mais en fait, on se rend compte qu'elle est souvent malformative. Et puis les voies de conduction, les distributions coronaires, ça on en a parlé hier. Voilà, je vous remercie.